Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cinéma iranien et plus précisément du dernier film de Mohammad Rasoulov, There is no evil, ou en français Le diable n'existe pas. Récompensé de l'Ours d'Or lors de la 70e édition de la Berlinale, nous avons eu la chance de le voir en avant-première dans ce contexte mouvementé du Covid pour préparer sa sortie initialement prévue en décembre. Il semblerait qu'il sorte finalement fin janvier 2021. Un film fort et symbolique où Rasoulov fait l'apologie de la résistance en traitant du sujet de la peine de mort, en confrontation directe et réelle avec le régime iranien. Une confrontation qui l'empêchera d'ailleurs de recevoir son prix en main propre, car elle est assignée à résidence. Avant de commencer la critique du film de Mohammad Rasoulov, il apparaît essentiel de considérer son contexte de production. En d'autres termes, qu'est-ce que signifie aujourd'hui être un cinéaste engagé en Iran ? Donc il s'agit par là d'insister sur la dimension politique du travail du cinéaste, celle-ci appliquant à la fois un regard critique et des contraintes de forme. Quel contexte politique pour quelle production cinématographique ? Donc depuis la révolution iranienne de 1979, l'Iran met en place une république théocratique islamiste fondée sur les lois coraniques. Dès lors, toutes les institutions et activités du pays doivent entrer dans le cadre de valeurs et de principes religieux. Il faut dire que la révolution marque un tournant considérable dans la culture et, donc pour ce qui nous intéresse, l'industrie du film iranien. Donc le cinéma est alors perçu par les religieux comme une influence occidentale corruptrice et contraire aux bonnes mœurs. Et si certains dirigeants souhaitent s'accommoder du cinéma comme un instrument idéologique dans les années qui suivent la révolution, le cinéma permet ensuite de diffuser l'actualité de la guerre Iran-Irak entre 80 et 88. Donc depuis, le nouveau régime iranien tend à développer un cinéma national conforme à sa vision idéologique. C'est dans ce cadre que le cinéma critique envers le régime ou éloigné des bonnes mœurs religieuses, donc comme la figuration du charnel, du corps de la femme, la remise en cause du modèle patriarcal, donc vont connaître de véritables pressions. Celle-ci monte ensuite en intensité depuis 2005, donc avec l'élection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, où de nombreux réalisateurs sont amenés, donc volontairement ou non, à quitter le pays. Donc ceux qui restent en Iran sont contraints de tourner en toute clandestinité et connaissent du coup une pression juridique s'ils s'éloignent de la vision idéologique du régime. La production cinématographique iranienne est alors bipolarisée. D'un côté, le cinéma dit d'auteur ou indépendant est construit dans une économie incertaine, souvent financé par des mécanismes des coproductions et le soutien d'institutions et des festivals étrangers. De l'autre côté, la production cinématographique nationale est plutôt divertissement grand public. Ces films sont bien financés localement et surtout acceptés, voire supportés par l'État. Des cinéastes comme Mohammad Rasoulov et Jafar Panahi sont des clairs exemples des sons qui se sont vus obligés de rester en Iran et tourner leurs films en secret. Je compare ces deux cinéastes en sachant qu'ils ne sont pas les seuls, car tous les deux ont été arrêtés en même temps en mars 2010, soupçonnés de préparer un film hostile contre Mahmoud Ahmadinejad. Après ce passage en prison, les deux réalisateurs ont pu être libérés sous caution. En décembre de la même année, ils sont à nouveau condamnés à une peine de 6 ans de prison, suivie de 20 ans d'interdiction de faire des films, donner des interviews ou quitter le pays. Mais la censure, les diverses restrictions et les persécutions ne sont pas les seuls problèmes auxquels doivent faire face les réalisateurs indépendants. Maintenant, ils sont en concurrence avec l'État. Kaveh Farnam, le producteur de Rasoulov, explique dans une interview qu'aujourd'hui il y a des films soutenus par l'organisation iranienne de cinéma, en gros la boîte de production propre à l'État, pratiquement de la propagande, selon Farnam, qui non seulement propose des gros budgets, mais aussi un soutien logistique inépuisable. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de réalisateurs aient pris la décision d'aller travailler avec eux. Malgré le manque de ressources et du soutien du pays, il existe toujours des initiatives pour permettre aux réalisateurs indépendants de récupérer leurs droits et pouvoir faire des films sans devoir se cacher. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais ça n'a pas empêché Mohammad Rasoulov de tourner son dernier film. Rasoulov commence très jeune à écrire et à mettre en scène des pièces de théâtre et des courts-métrages. Donc en parallèle de ses premières productions, le cinéaste suit aussi des études de sociologie. Donc cette formation explique l'importance des analyses sociales dans son travail. Donc c'est au travers de celle-ci que le cinéaste tend à critiquer le régime iranien. Donc face aux pressions exercées par le pouvoir sur les cinéastes ne suivant pas la ligne idéologique du pays, Rasoulov fait le choix de rester en Iran. Il est alors contraint de tourner sans autorisation et sans jamais pouvoir diffuser ses films dans les scènes iraniennes. À cela s'ajoutent de lourdes pressions juridiques. En 2019, le cinéaste est arrêté en plein tournage. Lors d'un premier procès, il est condamné à 6 ans de prison, dont 5 ans pour rassemblement et connivence contre la sécurité nationale, et 1 an pour propagande contre le régime. Il est acquitté en appel de la première accusation, et sa peine est finalement réduite à 1 an de prison. Et si celle-ci n'est finalement pas appliquée, le cinéaste écope d'une interdiction de sortir du pays, donc qui sera levée en 2011, après la sélection de son film, donc Au revoir, au Festival de Cannes,
où il remporte le prix du meilleur réalisateur, Un certain regard. Donc ces deux films suivants, Les manuscrits ne brûlent pas et Un homme intègre, sont présentés à Cannes dans la même session, respectivement en 2013 et 2017, donc le second remportant d'ailleurs le Grand Prix. Donc à son retour des États-Unis, du coup, et de la présentation au festival de Telluride d'Un homme intègre, son passeport est confisqué et il est privé de sa liberté de circuler et de travailler. Donc soumis à de nombreux interrogatoires, il est condamné en juillet 2019 à 1 an de prison ferme, suivi de 2 ans d'interdiction de sortie du territoire et d'une interdiction de se livrer à la moindre activité sociale et politique. Dès lors, c'est sans autorisation et assigné à résidence à Téhéran que M. Rasoulov réalisera son 8e film, There is no evil. Il gagnera l'Ours d'Or à la Berlinale de 2020 en février dernier. Assigné à résidence, il ne pourra donc pas venir chercher son prix lui-même, et ce sera sa fille, également actrice dans le film, Baran Rasoulov, qui le recevra à sa place. Face aux risques encourus, aux problèmes juridiques et au fait que Rasoulov souhaitait rester en Iran, ils ont dû adapter leur manière de réaliser à des conditions clandestines, de façon à protéger l'ensemble de l'équipe, que ce soit devant ou derrière la caméra. Pour obtenir les autorisations pour tourner, par exemple, ils ont dû cacher le nom de Rasoulov. Alors, le choix d'un film en sketch en 4 courtes parties était la possibilité de prévenir les arrestations, en mettant le nom de 4 assistants metteurs en scène différents. En effet, les autorités iraniennes ne censurent pas les films courts. Ils ont donc agencé la production de sorte à avoir une autorisation pour 4 courts-métrages, faussement signés par 4 metteurs en scène, qui d'ailleurs prennent de gros risques en associant leur nom à ce film. Rasoulov ne pouvait pas être présent physiquement sur toutes les scènes et sur toutes les parties du tournage, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une main sur la création et de donner ses directives. Il faisait ça de manière numérique, via des appels vidéo, et ça a notamment été le cas pour la scène de l'aéroport de la 4e histoire. Jusqu'à la sortie du film du territoire, ça s'est fait de manière clandestine, parce que ce sont les amis et les collègues qui se sont à tour de rôle passé le film pour pouvoir le sortir du pays. Ainsi, la volonté de filmer l'intimité dans la famille et le couple est une manière de tourner dans des lieux cachés pour minimiser les chances de se faire arrêter. Ainsi, le fait de figurer l'autoritarisme par l'intimité est à la fois un choix de narration, mais aussi une nécessité dans le cadre d'un travail clandestin. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur son film « Les diables n'existent pas ». Le film de Rasoulov se divise en 4 parties. Les 4 histoires sont liées uniquement par la thématique de la peine de mort, mais chacune avec des personnages différents, traitant leur point de vue et leur quotidien vis-à-vis à cette thématique principale et au régime autoritaire en Iran. La première histoire est aussi le titre du film « Le diable n'existe pas ». Dans ce premier sketch, on voit le quotidien d'un père de famille qui a accepté en quelque sorte son destin face à ce régime. Rasoulov tourne cette première partie un peu comme un thriller, laissant l'image parler seule et laissant les spectateurs s'imaginer la suite. Une suite qui n'apparaît jusqu'au dernier plan, où l'on comprend un peu mieux ce quotidien et cette ambiance un peu étrange. La deuxième histoire s'intitule « Elle m'a dit tu peux le faire ». Ce sketch suit le premier dans sa construction, et même si les dialogues sont plus importants, les spectateurs est toujours laissé dans l'incertitude de ce qui se passe. Par contre, celui-ci montre de première main un refus à l'obéissance de ce régime, quand le personnage décide de prendre son destin dans ses propres mains en essayant de l'échapper. Il ne veut pas et ne peut pas être le bourreau. La troisième histoire intitulée « Jour d'anniversaire » montre un couple de jeunes qui essaie de s'adapter au régime et avoir une vie plutôt normale malgré les circonstances. Maintenant, les spectateurs suivent cette histoire en sachant qu'il y aura quelque chose qui va tout changer, et c'est le cas. Le personnage représente quelqu'un qui n'arrive pas à désobéir au régime et les conséquences que cette acceptation peut causer. La décision qu'il a prise pour avoir sa prime et pouvoir partir quelques jours rejoindre sa copine vont finir par le hanter plus qu'il ne le croyait. La quatrième et dernière histoire s'intitule « Embrassement ». On voit maintenant un personnage qui a désobéi à ce régime et les conséquences de cette désobéissance. Ce refus d'obéir est ainsi l'essence d'un lourd secret qui s'apprête à révéler. La liberté et la conscience propre ont un prix, mais sa situation n'est pas meilleure que celle des autres personnages. La question se pose là. Doit-on continuer à obéir ? Doit-on désobéir et prendre nos destins dans nos propres mains ? Les conséquences de cette désobéissance sont plus supportables que de l'acceptation à ce régime. Y a-t-il une vraie solution ? Alors attention, on vous prévient, on va rentrer dans une analyse un peu plus précise, un peu plus poussée du film, et donc on va inévitablement révéler l'intrigue de ces histoires. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous êtes prévenus.
Dans une démarche critique envers le régime, l'impact de ce film s'illustre dans le souhait de montrer la politique autoritaire iranienne comme réellement intrusive dans le quotidien des protagonistes. Donc ainsi, il amène à nous poser la question de l'impact social du service militaire iranien et de la peine de mort. Qu'il s'agisse d'Eshmat, de Pouya, de Jawad ou de Bahram, toutes ces histoires tendent à montrer les tensions qu'engendre cette situation politique dans le quotidien des personnes représentées. Donc celle-ci pourrait finalement se résumer en deux choix. Donc d'un côté, se rebeller contre le pouvoir, accepter la vie inconfortable de clandestins au sein de son propre pays. De l'autre, accepter et participer à l'autoritarisme du pouvoir iranien afin d'avoir une existence légale et confortable. Donc l'histoire la plus évocatrice de cette scission serait finalement celle de Jawad, donc, qui est la troisième histoire. Donc celui-ci obtient une permission de quelques jours pour rendre visite à sa fiancée, donc au prix d'avoir consenti à exécuter un condamné à mort. Il comprend alors que la famille a perdu un ami proche dont il n'avait pas connaissance. D'abord empli d'une forme de jalousie envers cet inconnu, Jawad s'aperçoit qu'il est l'homme qui l'a exécuté pour obtenir sa permission. Farouche opposant au pouvoir iranien, l'homme vivait caché depuis quelques années dans le domaine familial. Donc Jawad prend soudain conscience des conséquences de son obéissance aveugle au régime. Pour obtenir sa permission, il a ainsi mis à mort un ami très cher de sa fiancée. À présent, on va confronter nos 3 points de vue pour avoir une sorte de critique commune du film de Razulov. Donc selon moi, la division en 4 sketchs qui devaient répondre à une contrainte d'un tournage clandestin apporte une vraie plus-value au film de Razulov. Donc cela lui permet de multiplier les quotidiens donc impactés par la politique et donc de montrer à quel point cet autoritarisme est présent dans la vie des Iraniens. En définitive, cette représentation de la politique iranienne à travers le désastre qu'elle produit sur la vie des personnages permet une critique du régime très efficace. Donc en effet, on pourrait peut-être penser que le spectateur s'identifiant donc davantage à ces personnages envisagerait l'injustice d'une manière plus intime, finalement beaucoup plus directe. Je trouve aussi qu'il y a une sorte de continuité dans ces histoires, malgré le fait qu'aucune ne se ressemble parce que ce sont 4 vies différentes, mais le fait de diviser son film en 4 parties permet de voir les différents états d'esprit des Iraniens face à la peine de mort. Eshmat par exemple, il est père des familles, il a accepté son destin parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, donc en gros, il doit gagner de l'argent, il peut pas faire autrement. Pouya de l'autre côté, il est jeune, il ne veut pas être prisonnier de ce régime, du coup il essaie de se rebeller avec une tentative d'évasion pour avoir la chance, s'il n'est pas persécuté et attrapé à son tour, d'avoir un minimum de liberté. Jawad aussi, c'est un jeune amoureux, il a cru avoir pris la bonne décision pour partir quelques jours rejoindre son ami, mais au fond il savait que cette décision avait un prix et malheureusement ça lui a coûté son mariage. Finalement, on a le cas de Braham, qui lui, il a désobéi à ce pouvoir, mais malheureusement il n'a pas pu voir grandir sa fille. Il est maintenant un étranger pour elle, et on ne sait pas si cette relation elle est entachée pour toujours. Razulov nous montre alors 4 histoires différentes, 4 vies différentes, mais aucune de ces histoires ne donne une vraie solution à ce qui se passe. On peut aussi lier l'histoire de ce film au concept de Hannah Arendt de la banalité du mal, dans le sens où quelque chose d'anormal, quelque chose de fondamentalement terrible et mauvais, puisse avoir lieu dans une banalité insoupçonnée. Et pour moi, le cœur du film de Razulov est ici, dans sa manière de parler du régime totalitaire en Iran, en pointant du doigt une mesure répressive et liberticide qu'est la peine de mort, et comment cette mesure influence et rentre dans la vie quotidienne de tous et toutes. Et c'est en ça que j'ai trouvé le film frappant, tant nous nous identifions au chemin de vie illustré dans chacune des histoires. Les dilemmes énoncés sont à la fois palpables et pesants. Razulov, en mettant en scène des extraits de la vie quotidienne, illustre parfaitement des notions telles que l'éthique ou la morale. Ainsi, la passivité et l'acceptation, le poids du remords, le doute, le refus ou encore la peur sont des émotions qu'on lit parfaitement dans ces scènes de discussion ou ces scènes de repas ou ces scènes de vie courante de manière générale. La lenteur installée dans les plans et dans les discussions entre les protagonistes est en fait un calme lourd, grave, comme si une chape de plomb avait enfermé la sérénité et nous avec dans un thriller lent et ordinaire. On comprend parfaitement ces personnages. On tombe des nues avec eux, on subit avec eux, et on dit non avec eux. Et c'est dans les retournements de situation que tout se joue. Qu'aurait-on fait à leur place ? Peut-être la même chose. Et c'est en ça que le film nous marque. On comprend ces chemins de vie, on les imagine, et on les explique. Ce film nous met donc face à nos propres valeurs, à notre éthique, et nous oblige à nous questionner. Il y a du coup un choix stylistique fait par Razulov dans la manière de filmer ses histoires. Un exemple très clair est la scène dans le premier sketch où on voit Eshmat qui sort du parking. La caméra alterne entre un plan vers l'intérieur de la voiture où on voit Eshmat qui conduit et un plan plus subjectif qui nous dévoile peu à peu cette montée en spirale.
La position de la caméra met le spectateur mal à l'aise, à l'attente de quelque chose, comme un film de suspense. Mais rien n'arrive, et on continue à attendre, mais toujours avec cette sensation que quelque chose va arriver à n'importe quel moment. Et ces moments arrivent juste à la fin. C'est dans les derniers plans, avant de passer à l'histoire qui suit, qu'on comprend la situation. Du coup, on s'est dit que quelque chose va se passer dans chaque sketch. On a déjà une idée, mais la sensation reste la même. Cette façon de mettre les spectateurs dans un état constant de suspense reflète l'état d'esprit des personnages à l'écran. Un doute constant entre vouloir faire les bons choix, sans savoir quel est le bon choix, choisir entre l'obéissance et le refus à ce régime, sachant qu'il y aura toujours des conséquences. Ce film tend ensuite à attaquer les mœurs conservatrices du régime iranien. Donc Razulov présente alors un regard nouveau et transgressif à travers ces différentes histoires. D'abord, il tend à illustrer la fragilité de l'homme, chose plutôt inhabituelle au cinéma iranien. Ainsi, face à un régime politique conservateur, Razulov tend à critiquer directement le modèle patriarcal. Donc en effet, les 4 histoires nous présentent à chaque fois des personnages principaux masculins en difficulté dans la gestion de leurs problèmes personnels et familiaux. Eshmat porte son rôle de bourreau comme un véritable fardeau, donc ce qui le rend silencieux. Pouya est accablé à l'idée de devoir exécuter un condamné à mort. Jawad pleure de colère lorsqu'il se rend compte qu'il a exécuté l'ami de sa bien-aimée pour obtenir sa permission. Et enfin, Bahram présente toutes les difficultés avouées à sa nièce qui est en fait son père. Razulov tente aussi, dans un second temps, d'illustrer parfois la sensualité du couple et la sensualité de la femme, chose directement prohibée par le régime iranien. Donc on pense ici à la scène de l'histoire 3, où une partie du film nous montre en fait l'ami de Jawad se laver dans la rivière avant qu'il ne s'en lasse de manière assez charnelle. Tant d'autres scènes, on voit que sa fiancée le borde et lui nettoie le visage dans le cadre de moments intimes du couple. Le film de Razulov tend néanmoins à idéaliser l'Occident, donc en l'envisageant comme un territoire de liberté, opposé à la situation politique iranienne. On le remarque d'abord dans l'utilisation de la chanson antifasciste italienne Bella Ciao, donc lorsque Pouya fuit le service des peines dans lequel il est affecté, ou encore lorsque la fille de Bahram arrive de Berlin, où sa paisible existence occidentale va être bouleversée par les révélations et l'existence clandestine de son père, justement en Iran. Ainsi, si la critique de Razulov est tournée vers le régime politique iranien, elle ne constitue pas une critique politique à échelle mondiale. Donc dans un discours manichéen, il y aurait l'autoritarisme en Iran et la liberté en Occident. Donc sans vouloir ici comparer la politique iranienne aux autres pays occidentaux, c'est bien l'absence d'une critique à l'encontre de ces derniers qui ne permet pas d'envisager la situation dans toute sa complexité. Ainsi, cette figuration quelque peu naïve et idéaliste de la politique étrangère entache la dynamique critique de son film. La recherche de liberté est-elle vraiment la plus pertinente ? D'un point de vue plus global, ne faudrait-il pas plutôt chercher un meilleur vivre ensemble ? Mis à part l'effet de traiter les questions morales autour de la peine de mort, le film est aussi une métaphore à son travail en tant que réalisateur. En faisant des films et en défiant les autorités tyranniques, Razulov exprime son pouvoir, comme dit par un des personnages dans son film « Ta force, c'est de dire non ». Tout cela en sachant qu'il y aura des conséquences et qu'il sera toujours en perte malgré ses efforts. Razulov dit non à ces régimes à travers son film, mais aussi en continuant à faire des films et trouvant même de nouvelles façons de filmer. Il montre son désaccord à la peine de mort et au régime iranien dans son film, mais aussi avec son film. C'est exactement ça. Le fait même de sortir le film répond aux propos du film. Dans le sens où Razulov, dans son film, traite des conséquences et des répercussions d'une obéissance ou d'une non-obéissance. Razulov prend donc position à la fois dans le propos du film, mais aussi en le faisant, en le créant. Parce que la création et la fabrication de ce film l'expose à la fois à la censure, mais surtout aux répressions de l'État. De ce fait, il nous répond sur son positionnement moral face à ce régime totalitaire, et il n'obéit pas. Il sort son film, il lutte, il fait face aux conséquences, et il dit non. Il dit non. On va maintenant parler des retombées et de qu'est-ce qui se passe après ce film. Et notamment, il y a eu le soutien des festivals et du monde du cinéma. Comme évoqué précédemment, le travail de Razulov a donc été salué par la critique et par le cinéma mondial et a reçu l'Ours d'Or à la Berlinale de 2020. Et c'est seulement 3 jours après sa remise de prix qu'il reçoit un SMS des autorités iraniennes le sommant de se présenter pour purger 1 an de prison. Cette injonction provient d'une accusation pour son film antérieur, un homme intègre, accusé de porter atteinte à la sécurité de la République islamique. Lorsqu'il reçoit la déclaration du bureau du procureur lui imposant de purger sa peine, le cinéaste déclare que de nombreux militants culturels sont en prison pour avoir critiqué le gouvernement, la propagation généralisée et incontrôlable du coronavirus dans les prisons iraniennes met sérieusement leur vie en danger,
Ces conditions appellent une réponse immédiate de la communauté internationale. Donc très vite, de grandes institutions telles que le Festival de Cannes et l'Académie européenne de cinéma se sont indignées de la situation. Ces derniers souhaitant un abandon des charges à l'encontre de M. Razouloff et la levée de son interdiction de voyager immédiate et sans condition. De manière générale, de nombreux professionnels du monde du cinéma soutiennent Razouloff et avec lui, un cinéma indépendant, engagé et libre. Il y a aussi l'importance de préserver et de soutenir un cinéma indépendant et une pensée indépendante. Son producteur, Kaveh Farnam, nous dit « Nous pensons que c'est de notre devoir. Les artistes doivent donner un retour à la société sur les choses qui se passent autour de nous pendant qu'on est en train de mourir. Et si nous voulions maintenir le cinéma indépendant en vie, si nous voulions maintenir la manière indépendante des pensées en vie, il n'y a pas d'autre moyen que d'accepter les conséquences. » En effet, Razouloff et Farnam s'inscrivent dans un mouvement de lutte en s'opposant au régime, en traitant ces sujets et en défiant les ministères de la culture et de l'orientation islamique. Razouloff s'expose aux conséquences de ses choix, en étant d'autant plus exposé car il ne peut pas quitter l'Iran. Une lutte quotidienne, lourde de sens et qui pèse sur leur vie, mais à la portée émancipatrice par l'art. Cependant, certains réalisateurs, par peur de représailles, font des films en accord avec le ministère de la culture et de l'orientation islamique. Cela pose inévitablement une question d'intégrité. Ne pas résister et s'accepter? Faut-il blâmer ceux qui se soumettent? Ils risquent ainsi moins de restrictions et des conséquences juridiques avec l'État, mais ils doivent s'acquitter des restrictions et de la censure imposées par la loi islamique. En somme, l'existence de ces films critiques envers le régime et son idéologie est empêchée par les nombreuses pressions juridiques exercées sur les cinéastes. On comprend alors le rôle prépondérant des festivals dans la diffusion de ces productions. En effet, c'est en garantissant parfois la promotion de celles-ci que les festivals présentent une valeur de craquage, donc pour reprendre les mots de Razouloff, en permettant justement à ces films d'être vus dans le monde entier et donc par un effet ricochet dans leur pays d'origine. De même, l'existence de ce cinéma en fait dépend de l'intérêt des distributeurs français et internationaux et de leur investissement dans ces productions. Au fond, ce cinéma a besoin d'une reconnaissance mondiale pour faire entendre sa voix. Aussi, la peine de mort reste une réelle mesure de contrôle et de pression en Iran. En 2019, c'était au moins 251 personnes exécutées selon la Fondation internationale des droits de l'homme, et cela pour toutes raisons confondues. Qu'il s'agisse d'infractions liées à la sexualité, à la religion, à la politique ou encore à l'économie. Donc la Fédération internationale des droits de l'homme relève également que les condamnés sont le plus souvent donc, sur la base d'accusations vagues et d'aveux généralement obtenus sous la torture ou sous les mauvais traitements donc, infligés en détention avant le procès. Donc les personnes critiquant et militant contre la peine de mort sont également fortement réprimées. Donc voilà, cette critique n'engage que nous, et évidemment, on vous encourage à faire votre propre avis. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire votre retour en commentaire. Merci beaucoup et si notre critique vous a intéressé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à nous soutenir en vous abonnant. Ça nous fait plaisir quand même, on n'est pas des robots. Donc le film devrait sortir en janvier 2021, alors n'hésitez pas à aller le voir, et dans tous les cas n'hésitez pas à aller au cinéma, parce que les salles ont besoin de vous en cette période de réouverture.